chargé de mission au Comité national des CRES, mais je suis administrateur bénévole à la Fonda. Je laisserai Grégoire présenter la Fonda. On est venu cet après-midi, c'était sur sollicitation de Bonnet Hervé, avec qui j'ai pu travailler pendant longtemps dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement à la vie associative. C'est qu'on est, tant côté Fonda que de par mon expérience professionnelle passée, très tourné vers l'accompagnement de la vie associative. Peut-être avant de revenir sur l'objet de l'après-midi, je vais juste laisser Grégoire se présenter la Fonda, et puis après essayer de rendre, d'intervenir sur ce sur quoi QNL nous a demandé de venir. Donc moi je suis Grégoire, comme vous avez pu l'entendre. Je suis chargé de mission à la Fonda, et notamment en charge de la coordination du groupe de travail gouvernance, vu qu'il n'y a pas de chef vraiment. Alors j'ai déjà essayé de présenter très rapidement, alors c'est qu'une de mes fonctions dans la Fonda, donc aussi des biens communs, du pouvoir d'agir, du site internet, bref, chargé de mission. Je vais essayer de présenter rapidement la Fonda, parce qu'après on a une longue définition de la gouvernance. L'objet de la Fonda est de valoriser le fait associatif et qu'il soit reconnu. Alors derrière ces grands mots, ça consiste à outiller les acteurs associatifs de cette façon, de plusieurs façons. Que ce soit en éclairant des thématiques, par exemple justement sur la gouvernance, on va avoir des groupes de travail qui vont travailler dessus pour produire une note, des outils comme un kit d'autodiagnostic ou des rencontres débats, bref, mettre en relation les différentes personnes pour éclairer un sujet qui peut sembler un peu questionnant. On a aussi un outil qui est se projeter, c'est-à-dire là c'est notre travail de prospective que nous menons depuis 2011, de la prospective associative, c'est-à-dire comment envisager le futur pour agir en conséquence, pour éviter que l'association se prenne le mur de plein fouet et disparaisse toute notre souffrance. C'est beaucoup moins triste que ça en a l'air. Et en fait, justement, sur cette question de la prospective, en ce moment, nous sommes dans la deuxième phase, la troisième phase même, qui est la récolte et l'enrichissement des tendances qui viennent percuter notre monde actuel. Alors, je vous invite, si vous voulez plus d'informations, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais à consulter les sites de la Fonda. Vous tapez fonda.so.fr, vous tombez dessus, vous renseignez, et c'est très bien. Et le dernier outil qu'on utilise est ce qu'on appelle influer. Et donc, c'est un petit peu, c'est la rencontre débat, c'est la rencontre entre différentes personnes, c'est l'échange. Influer dans tous les sens. C'est-à-dire, on nourrit les personnes, mais on se nourrit aussi volontiers de l'expérience de tout le monde. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la Fonda, c'est une association de personnes qui a 30 ans, reconnue d'utilité publique depuis 2007. Et voilà, le principe, c'est on vient à titre individuel, on pose sa casquette, et ensemble, on est beaucoup plus intelligent que tout seul dans son petit coin. Et je vais essayer de Florent continuer. Peut-être pour prolonger juste ce que dit Grégoire là sur la Fonda, on est une association parisienne, mais on essaye aussi de développer des liens avec des collectifs d'acteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait, avec différentes personnes sur les territoires. On anime des groupes locaux en fonction des thématiques aussi sur les territoires, mais c'est toujours à l'initiative des acteurs en région ou sur les départements ou sur les territoires. Aujourd'hui, Gonel m'a demandé de venir en fait pour faire un peu comme vous savez au niveau de la Fonda, on travaille sur la question de la gouvernance, pour essayer de faire un peu un retour sur l'historique de cette notion. Alors c'est double contrainte pour moi, j'ai pas du tout, et ça tombe bien, on est dans le cadre d'un cours magistral, donc je ne vais pas faire un cours magistral sur la notion de gouvernance. J'en ai ni forcément les moyens ni les compétences, et puis je crois que c'est pas le but du jeu. L'autre point, c'est que j'interviens souvent en région par mon activité professionnelle, mais dans un cadre très formel avec l'ordinateur, le PowerPoint, le support. Donc là, j'ai pas du tout tout ça. Donc ça change un peu de ma zone de confort habituelle. Donc il se peut que peut-être dans mon déroulé, peut-être que je peut-être sauter une étape, j'essaie de revenir dessus. Mais j'ai joué le jeu effectivement de ne pas avoir tout le support d'outillage informatique qu'on a d'habitude. Je le laisse bien soigneusement dans mon sac. Déjà, peut-être, pour commencer, c'est pas du tout un point de provocation, mais on associe souvent en fait gouvernance et association. Il faut savoir que dans la loi de 1901, en fait, ça vient pas de fait. La gouvernance n'apparaît pas dans la loi. C'est une notion qui s'est ajoutée un petit peu par le poids des années. Mais voilà, d'un point de vue originel, quand on associe effectivement association et gouvernance, en fait, ça vient pas forcément de soi, parce que c'est pas forcément là non plus inscrit dans la loi. La loi, en fait, sur le volet organisation de la vie associative, ne dit rien, ne dit absolument rien. Il y a juste l'article 1er qui dit effectivement que les personnes sont libres de s'associer en vue de partager, mutualiser, mais sur le volet organisation, finalement, il n'y a rien qui est mis. Alors c'est à la fois fantastique et c'est à la fois
terrifiant, parce qu'on n'a pas du tout, on peut tout imaginer, tout envisager, tout penser, mais on n'a pas forcément le garde-fou ni le garant pour pouvoir éviter toute dérive. Donc déjà, voilà, c'est juste ce premier petit point. Sur cette, voilà, quand on parle d'association de gouvernance, ça ne renvoie pas effectivement à l'origine des associations d'un point de vue, on va dire, juridique. En fait, après, sans remonter extrêmement loin dans le temps, encore que, la première fois on entend parler de gouvernance, c'est dans le XIIIe siècle. Donc ça remonte comme déjà un petit moment. C'était principalement en Angleterre et en France, et ça renvoyait vraiment à cette idée d'administration. C'est la définition du mot gouvernance qui renvoie effectivement à cette logique d'administration. Ça renvoie à l'administration des comtés, des duchés. Mais donc c'est vraiment un vieux terme, et qui était quand même déjà très fortement connoté à cette époque-là. Il va vivre sa vie à travers les siècles, et en fait, plutôt que de refaire complètement l'histoire, on va prendre un peu la notion contemporaine qui est, je pense, assez importante. En fait, le mot gouvernance est revenu au fil du 19e, surtout du 20e siècle, mais par une approche très entrepreneuriale des choses. C'est-à-dire que quand on a recommencé à entendre le mot gouvernance, ça renvoyait cette approche anglo-saxonne de la gestion et l'administration d'entreprises avec une finalité qui était très précise. C'était comment favoriser les coopérations en interne des structures pour pouvoir réaliser des économies d'échelle, des coûts, comment faire des économies sur les coûts de production. Donc là, on voit bien que déjà, le mot gouvernance, c'est bien la notion d'administration, avec une visée, à l'époque unique, mais une visée qui était l'optimisation en interne des structures, en interne des entreprises. À quelle époque? Là, ça va être début du XXe siècle. 19e siècle, 20e siècle. Donc là, le terme revient, mais avec une approche qui est très connotée, entrepreneuriale et très axée sur une idéologie très économique. Le terme va commencer à se généraliser, à se répandre. On va commencer à avoir une première émancipation de cette notion de gouvernance, de ce prisme très économique, dans les années 60-70, avec les mouvements progressistes, mouvements sociaux, qui effectivement vont chercher à prôner un peu la démocratie participative de proximité, des nouveaux modes de faire ensemble. C'est un peu cette vague un peu utopiste des années 60-70, mais qui va finalement très vite être rattrapée, là aussi, dès ce tournant des années 70-80, par ces techniciens, que ce soit en France ou dans différents pays, mais c'est ces techniciens de la modernisation de la gestion publique, des finances publiques, et qui vont accompagner en fait ce retrait de l'État dans la société civile, dans l'administration des territoires, avec l'État qui va progressivement se retirer, se délester de certaines compétences et les confier soit aux collectivités territoriales, soit à des entreprises privées, soit à des associations. Et là, dans ce cadre-là, ils parleront beaucoup de gouvernance, plus seulement sous l'angle économique, qui est toujours là, le principe étant qu'on aura une meilleure efficacité économique si effectivement il y en a d'autres modes d'organisation, mais avec une crainte nouvelle qui est la crainte de la mauvaise utilisation des deniers publics, et ils chercheront beaucoup à associer gouvernance à contrôle. On reste bien sur cette entrée très économique, mais on l'élargit à cette dimension un peu de contrôle. Mainmise, le terme est un peu fort, mais effectivement, comment la puissance publique qui va se décharger auprès des acteurs privés va quand même contrôler en fait les associations qui vont mettre en place des missions de service public. Et du coup, il va s'ensuivre toute une série de rapports, de projets de loi, qui resteront d'ailleurs que des projets, de textes divers et variés, qui chercheront en fait à encadrer les associations, ni plus ni moins, ou alors à octroyer, à associer l'octroi d'une subvention d'un financement public au respect de certaines règles, de certains principes. Cette volonté de contrôle ne sera pas prolongée d'un point de vue législatif. La loi de 1901 ne sera pas amendée, ne sera pas bougée par rapport à ça. En revanche, dans les règlements de certains ministères de l'État ou dans certains fonctionnements publics, la vie associative sera soutenue si elle respecte toute une série de critères. Mais néanmoins, il n'y a pas forcément toujours d'impact au niveau de la loi et au niveau de comment une association doit s'organiser. Tout ça pour dire qu'en fait, on a eu donc un mouvement 19e, 20e siècle qui associait donc gouvernance à économie, fin du 20e siècle qui associait gouvernance à économie et contrôle, et finalement c'est
un petit peu rendu compte qu'en fait ces notions étaient, étaient insuffisantes dans le sens où finalement les définitions qui étaient données étaient relativement incomplètes. Et peu à peu, on voyait dans des grandes organisations, des grandes institutions, type l'aide au développement, dans les grandes ONG, la notion de gouvernance s'échapper, s'émanciper à nouveau de cette approche économique et de contrôle par la recherche d'un nouveau mode de faire ensemble dans des territoires où effectivement on s'est rendu compte que la puissance publique n'y était plus depuis déjà fort longtemps et qu'il y avait nécessité, au regard des différentes parties prenantes, de trouver des nouveaux modes de faire. Et comme on était dans des contextes où il y avait à la fois des acteurs publics, nationaux, locaux, internationaux, ou des acteurs privés, ou des citoyens, des personnes publiques, des citoyens, qu'effectivement les principes de mode de faire ensemble étaient un peu à réinventer, et on a commencé à associer ces nouveaux modes de faire ensemble à ces nouvelles idées de gouvernance. Tout ça pour dire que voilà, on a eu une sorte comme ça de glissement pendant près d'un siècle, où en fait on a associé la gouvernance à des principes de meilleure maîtrise des coûts, de développement, d'efficacité, d'efficience, à des logiques de contrôle, et jusqu'à finalement se rendre compte que ça renvoyait aussi à des modes de faire ensemble, parce que la puissance publique s'était retirée et qu'il y avait là tout un paysage en fait un peu nouveau vers lequel il était temps d'aller, et enfin aussi que les acteurs, les parties prenantes justement, se réapproprient ces thèmes de gouvernance en le dépoussiérant de ses origines, et notamment de ses origines un peu économiques et gestionnaires. Et du coup, nous c'est un peu le parti pris de la Fonda, mais aussi de nos partenaires, la CPCA, le mouvement associatif et notamment le CNAM. On s'est un peu penché ces dernières années sur finalement à quoi renvoyer cette gouvernance, parce que le problème c'est que toutes les productions qu'on peut lire depuis maintenant peut-être 10, 20 ans, à chaque fois effectivement on lit la gouvernance à travers une réalité associative qui existe, celle des associations employeuses, parce qu'évidemment on a eu tout ce mouvement aussi qui a donné de l'ampleur à on peut dire un peu cette dérive de la définition de gouvernance d'un point de vue économique ou d'un point de vue gestionnaire. C'est tout le développement du salariat, de développement au sein des associations. Sauf que voilà, la vie associative ne se résume pas à ça, ne se résume pas seulement aux associations employeuses, voire c'est même plutôt minoritaire par rapport au nombre d'associations qu'il y a en France. Et donc il y avait lieu aussi de casser, de contrebalancer un peu cette lecture un peu exclusive de la gouvernance, et donc de se pencher un petit peu sur quels sont les autres modes de faire ensemble, en tout cas tout ce qui n'est pas forcément visible par la puissance publique. Et donc il y a eu commencé à y avoir quelques travaux, enfin de nombreux travaux en fait, les travaux au niveau du CNAM, pour pouvoir effectivement identifier les différents types de gouvernance, et c'est là où effectivement a commencé à émerger la diversité de pratiques qu'il pouvait y avoir en la matière, surtout parce que ça a permis d'illustrer, dire que la gouvernance associative ne se lit pas uniquement à l'aune d'un prisme économique ou d'un prisme gestionnaire, mais bien évidemment à l'aune d'une diversité d'existence, de secteurs, de structures, et que du coup, au regard de cette diversité, il y avait bien évidemment là aussi une diversité de gestion et de faire ensemble. Et donc du coup, certains chercheurs, penseurs, intellectuels, dans le cadre du collectif de la Fonda ou d'autres cadres de réflexion, en sont venus à prôner en fait un contre-pied par rapport à cette définition de la gouvernance, qui est de dire en fait que la gouvernance, ce n'est pas le pouvoir politique des hommes sur les hommes, mais c'est bien le pouvoir politique au sens gestion de la pluralité humaine, et dans le sens faire ensemble. Et c'est donc pas seulement une recherche d'efficience, une meilleure gestion, mais c'est bien aussi et surtout, peut-être, effectivement, de comment on peut faire travailler ensemble l'ensemble des parties prenantes d'un projet, avec une définition peut-être plus théorique, assez récente, de Jean-Louis Laville et de Christian Waro, qui vise à ce que la gouvernance, ce soit bien le bon alignement entre un projet, une organisation et les parties prenantes. Et ça, c'est maintenant le parti pris qu'on a, nous, typiquement, à la Fonda, à savoir de prôner effectivement une lecture de la gouvernance qui se fasse de la base, des actions qui sont mises en place sur les territoires, et qui se fasse au regard de cette lecture qui est effectivement comment on aligne un projet politique, au sens noble du terme, mais comment on aligne un projet politique, le projet d'association, avec une organisation, avec des moyens, qui est les salariés ou pas, qui est des moyens financiers ou pas, avec un projet et une activité à mener. Et c'est là aussi où on se retrouve maintenant devant un horizon qui est
très stimulant, mais très complexe. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a réfléchi, on a pensé à la gouvernance à l'aune de structures très classiques, association employeuse, on va dire, association économique. C'est là aussi très confortable, parce que ça renvoie forcément des impératifs qui sont très connus de tous. Dès lors qu'on parle de modèle économique, c'est pas compliqué, il y a des questions d'équilibre, on est en équilibre, on n'est pas en équilibre, on est en équilibre, on se développe, on n'est pas en équilibre, on se développe pas, on sait tout. Donc on est là sur des prismes très, très binaires. Alors, les travaux qu'on mène depuis maintenant quelques temps, nous et d'autres aussi, c'est montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que la gouvernance ne se renvoie pas non seulement à ça, mais ça renvoie aussi à des collectifs d'acteurs, formels ou informels, et qu'il n'y a pas lieu forcément d'être constitué en association, d'avoir des salariés et d'avoir une activité économique pour pouvoir parler de gouvernance. Mais dès lors, on est sur un spectre qui est extrêmement large, parce qu'on va effectivement, lorsqu'on parle de gouvernance, en tout cas au sein des associations, ça peut aller d'un collectif d'acteurs informels, comme c'est peut-être le cas ici ou dans notre environnement proche, à des structures qui relèvent plus, entre guillemets, de l'industrie associative, avec des structures avec 3000 salariés. Donc, on voit bien qu'on est sur un terme, une notion qui est loin d'être clairement définie, qui est loin d'être clairement arrêtée, et qui couvre un champ qui est très très large, qui va à la fois donc de ces pratiques citoyennes, informelles, à des pratiques entrepreneuriales, parce qu'il n'y a pas lieu non plus de singer le fonctionnement des entreprises lorsque une association a effectivement des centaines de salariés et a des millions d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, on est bien sur un terme qui est à géométrie extrêmement variable. Voilà pour le petit point, peut-être rappel vite fait historique. Je ne sais pas si toi, Grégoire, tu pouvais compléter par les... En fait, je vais juste conclure, peut-être simplement. Parce que... non, mais c'est pas pour... pas pour dire que t'étais long, mais c'est... je me dis peut-être que... non, mais simplement que, justement, cette question d'alignement entre projet et l'action... Il est chez la mission, chez l'administrateur. On est collègues. Oui, si. Simplement pour dire que sur cette question d'alignement entre projet et l'action, ce que disait vraiment Florence, c'est que c'est à nous d'inventer vraiment les modalités de réponse. C'est-à-dire à inventer ou d'ailleurs à faire remonter des pratiques qui existent déjà qui pourraient nous servir. L'idée de plaquer des référentiels, comme ça a été longtemps le cas, enfin la volonté en tout cas des acteurs sur la gouvernance de faire des référentiels de bonne gouvernance à appliquer à chaque fois pour que ça rentre parfaitement, et ça sent quand même un peu illusoire. Parce que voilà, chaque structure a sa spécificité, son public, son action, sa structure financière, ses salariés ou non. Et donc l'idée de vouloir plaquer quelque chose de tout fait, ça semble pas une réponse convenable. En tout cas, inadaptée à cette adéquation. Donc au final, plus que de préconiser une bonne gouvernance qui serait difficile à atteindre et peut-être même illusoire, ce serait plutôt de se poser deux bonnes questions. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble quand même de dysfonctionnements qu'on peut observer dans nos associations au quotidien, qui est le manque de renouvellement, qui est la question de la parité homme-femme. Est-ce qu'on fait tout pour ouvrir nos instances aux femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont contraignantes? Est-ce qu'on prend en compte les bénéficiaires? Est-ce qu'on ouvre suffisamment notre association à l'extérieur? Voilà, tout un ensemble de questions, je pourrais en détailler, on en a 21 de tête. Donc, toutes ces questions-là sont plus les questions à avoir en tête pour essayer de chercher sa gouvernance. Elle sera bonne un temps donné, sur un public donné, et justement, ça va permettre aussi de réinterroger le projet associatif, qui est le cœur de chaque association et le cœur d'action. Interroger la gouvernance, c'est interroger son projet et sa raison d'être. Donc voilà, moi c'est vraiment là-dessus que j'aurais voulu un petit peu conclure, c'est que plus que de chercher de bonnes réponses, il faut chercher de bonnes questions. Et pour ça, il existe différents outils qui existent, et voilà, je vais faire un petit peu de pub pour la Fonda peut-être. Si vous voulez, il y a un kit d'autodiagnostic en fait en ligne. Le but n'est absolument pas d'apporter de réponse, c'est justement, il y a 20 questions, à chaque fois 4 modalités de réponse qui présentent des actions possibles ou non. Et c'est une première étape. Ça ne répond absolument pas à cette question de trouver la bonne gouvernance, c'est pas une fin en soi. Mais voilà, c'est le premier pas pour essayer de poser les bonnes questions sur cette notion justement fluctuante et difficile à cerner qui englobe vraiment beaucoup de dimensions dans le milieu associatif. Donc, pour poursuivre, ce qui nous semble important par rapport à ça, il faut avoir en tête une chose, c'est que à la Fonda, c'est pas du tout la pub, parce qu'en fait, l'outil d'autodiagnostic il est accessible en téléchargement sur le site, donc on ne le vend pas. Et en plus, on n'est pas là pour donner des leçons, ni dire comment il faut faire. Ce que disait Grégoire, c'est effectivement
C'est quelque chose qui doit se construire association par association, collectif d'acteurs par collectif d'acteurs, territoire par territoire. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une bonne règle à appliquer. Il y a pas une... Donc on n'est pas du tout là pour donner des leçons, mais plutôt pour essayer d'amener effectivement les questions qui permettront aux acteurs après de pouvoir bouger, de pouvoir évoluer. Il y a quand même un enjeu fort à se saisir de ces questions, et à quelque échelle que ce soit, parce que sinon on va des fois se retrouver dans des situations où c'est le législateur, le rouleau compresseur du droit qui va arriver, qui va intervenir. Je fais le petit parallèle par exemple typiquement avec la notion d'utilité sociale qui au départ a été définie dans des instructions fiscales. C'est jamais très neutre en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont émergé au niveau de la vie associative au détour de circulaires de ce type, des circulaires fiscales. Donc ça renvoyait là encore à cette lecture très économique des choses. Sur la gouvernance, c'est un petit peu la même chose. On a actuellement de nombreux textes, de projets de loi, ou en tout cas toujours de velléité, de volonté d'encadrer la vie associative et de lui donner une définition et de lui donner un cadrage. Alors, par rapport à ce que je disais juste avant, la vie associative est extrêmement vaste, très large, et en plus, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est pas seulement dans les associations, c'est aussi dans les entreprises, mais c'est aussi dans les collectifs d'acteurs informels. Donc, mais cette réalité sera rendue concrète si effectivement les acteurs sont saisis. Et c'est là, pour nous, un des enjeux au niveau de la Fonda. C'est effectivement le terme n'est pas du tout à point en pile à lettre, c'est pas prétention en disant ça, c'est la montée en compétence des acteurs sur des objets qui leur appartiennent et qui n'appartiennent pas effectivement à un législateur ou à un texte de loi. Nous, c'est là bien un des enjeux, c'est que les acteurs montent en compétence, non pas sur le registre qu'ils ne connaissent pas, mais qui se saisissent de ces questions qui leur appartiennent. Quand on parle de monter en compétence à notre niveau, c'est bien ça. Donc nous, un des enjeux effectivement sur cette question de gouvernance, c'est de s'affranchir un peu de son histoire, de son origine, cette lecture très économique, cette lecture très administrative, pour effectivement plus aller vers le mode de faire ensemble. Et là, je renvoie un peu à la question de tout à l'heure sur le débat mouvant. Est-ce qu'il y a, c'était quoi la question? Est-ce qu'il peut y avoir une bonne gouvernance sans chef? Une bonne gouvernance, c'est une gouvernance sans chef. En fait, pour moi, la question, il faut presque la renverser, c'est que on aura un bon chef si on a une bonne gouvernance, et que finalement, moi c'est ma réponse, mais c'est que il y a différents modes de faire ensemble. On peut nommer un chef 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à vie, avec les conséquences que ça peut avoir. Mais en fait, le chef, il est bon en fonction du cadre qu'on lui donne. Et ce cadre, pour moi, c'est la gouvernance qu'il va lui donner. Ce sont les parties prenantes, ce sont les salariés, les bénévoles, les partenaires de la structure ou du collectif qui vont définir le cadre de ce chef. Je serais un peu une lecture pragmatique à dire que de temps en temps, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision. Maintenant, ce sont comment s'effectue cette prise de décision, dans quelles conditions, dans quelles circonstances et avec qui. Et donc du coup, voilà, le bon chef, pour moi, il est bon parce qu'il y a une bonne gouvernance derrière. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce rappel historique, en ayant respecté le délai. Alors je suis peut-être allé un peu vite, peut-être que c'était... Tu parles vite. Je parle vite. On n'a pas du tout parlé d'Europe, c'est vrai que c'est revenu beaucoup... dans les structures politiques par l'Europe, il me semble. C'est revenu aussi beaucoup dans les années 90, au niveau européen, qui a théorisé le concept de gouvernance et qui effectivement l'a associé dans des textes. Et quand je parlais effectivement de déclinaison un peu législative, c'est là où on peut en avoir la conséquence. C'est-à-dire que quand l'Europe prend des décisions, des orientations, ça se traduit de manière très mécanique par des directives qui vont être retranscrites dans le droit national. Et c'est là où on peut voir la conséquence du législateur. C'est pas tant au niveau de l'Assemblée nationale française et des lois qui pourraient être votées par les députés français, qu'entre guillemets, il faut avoir des inquiétudes, en tout cas des points de vigilance. Non, c'est plutôt effectivement au niveau européen, où effectivement, il peut y avoir des conséquences. Alors effectivement, par rapport à cette question de la gouvernance, l'Union européenne, par ses différentes entrées, a théorisé le concept, l'a introduite dans des documents très techno. On va prendre un exemple, les financements européens, le FSE, le FEDER, peut-être que certains connaissent ici, sont tous actuellement régis par ce qu'on appelle des programmations opérationnelles, et dans ces programmations opérationnelles qui définissent, entre guillemets, les règles du jeu pour les prochaines années, effectivement, dans ces programmations européennes, on va retrouver le thème de gouvernance. On va retrouver sa définition et ce à quoi elle renvoie. Et donc, la traduction, c'est que ceux qui vont utiliser ces outils devront, entre guillemets, se conformer à ça. Sans rentrer dans le détail, c'est que tant que ces programmations opérationnelles, tant que ces directives ne sont pas retranscrites en droit national, elles n'ont pas lieu forcément
de s'appliquer. Mais c'est là aussi toute la curiosité un peu de la chose, c'est-à-dire que, comme ce que je disais tout à l'heure, la gouvernance n'était pas inscrite dans la loi 1900, mais elle s'est imposée. Maintenant, quand on parle de gouvernance, on associe très facilement association de gouvernance, alors que ce n'est pas une obligation juridique. Là, c'est la même chose par rapport au financement européen ou par rapport à la dimension européenne, on va dire. Les définitions européennes autour de la gouvernance vont s'imposer d'elles-mêmes, alors qu'il n'y a pas d'obligation juridique. D'où l'enjeu, d'où l'intérêt que les acteurs se saisissent, prônent, fassent reconnaître, fassent valoir leur mode de gouvernance, pour montrer que, un peu comme l'utilité sociale, il n'y a pas une définition unique, il va y avoir autant de définitions qu'il y a de conditions de mise en œuvre de cette définition. Après, il peut y avoir un enjeu plus politique, collectif, à le faire porter au niveau national, à le faire porter au niveau européen. Ça, c'est encore peut-être un autre débat. Mais on pourra faire porter quelque chose au niveau national et au niveau européen que s'il y a effectivement une réalité associative, formelle ou informelle, qui se saisit de cette question de la gouvernance pour faire un peu le contrepoids d'une lecture qui risque inévitablement, très, très certainement, être teintée de cette approche anglo-saxonne de la gouvernance qui est là très liée à la rationalité économique. Donc si effectivement il y a un enjeu là aussi au niveau international, c'est bien de faire valoir ces spécificités et de ne pas chercher à enfermer dans un périmètre de sens trop restrictif cette notion de gouvernance à l'aune d'une réalité qui est certes existante. Les associations ont un poids dans la vie économique d'un pays, mais on ne peut pas résumer la vie associative et sa richesse seulement à ces structures-là. D'où l'enjeu politique qu'il y a aussi derrière ça, effectivement, à travailler sans cesse la question de la gouvernance. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, c'était juste. Parce qu'on le retrouve beaucoup dans les textes. On retrouve dans les textes, mais souvent on ne trouve pas forcément tout le temps la définition qu'il y a derrière. C'est ça aussi la difficulté. Comme on entend, il y a eu des textes, si on parle de gouvernance, sans que l'on renvoie à quoi exactement, à quoi vous quelle était la définition de ce mot en fait. J'ai l'impression d'avoir jeté un froid. Non, c'était bien, ce tour-là. Ça nous avait été demandé par au bout du plongeoir, en fait, de dire, mais peut-être il faut d'abord qu'on fasse un petit point sur ce que c'est que la gouvernance du point de vue historique. Comme ça, la journée, elle prend place, on a posé un référentiel là, qui se montre à lui, mais voilà, c'est très bien. Moi, je trouve ça super. Enfin, je peux. Hein? Ouais, c'est cool. Merci. On continue du coup. Oui. En même temps,